1964 à 1982, pendant 18 longues années, l'Union soviétique aura été gouvernée par Léonid Ilitch Brejnev. Durant ce règne, riche en interventions militaires dans le monde entier, mais extrêmement pauvre en événements intérieurs, une sorte de calme morne et presque apaisant a régné dans toute l'Union soviétique. Les ouvriers étaient peu payés, mais travaillaient encore moins. Les jeunes ménages faisaient moins d'enfants. Les vieux mouraient plus vite, plus tôt. Les intellectuels se détachaient du régime, mais produisaient des chefs-d'œuvre comme les films de Tarkovsky, l'épopée de Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag, l'invisible mais prodigieux roman Vie et destin de Vassili Grossman et les chansons gouailleuses de Galitch et de Vysotsky. Pour les Russes, le règne de Brejnev aura avant tout été celui de la stagnation, n'offrant plus guère de perspective à 300 millions d'individus pris au piège d'un système en décomposition. Pourtant, cette décomposition ne fut pas immédiate. Il nous faut donc retracer tout d'abord, pas à pas, la carrière personnelle de Léonid Brejnev pour essayer de comprendre comment elle conduisit et par quelles étapes à ce déclin irrémédiable. Qui est Brejnev? De père russe et de mère polonaise, Brejnev a vécu toute sa jeunesse en Ukraine, à Dniepropetrovsk, au cœur du bassin industriel le plus important du pays, le Donbass. Il rejoint les jeunesses communistes après la Révolution et il est admis au parti en 1931, pendant la terrible collectivisation des campagnes. Dessinateur industriel, il ne tarde pas à monter dans l'appareil. Commissaire politique courageux pendant la guerre, il revient du front auréolé de gloire et grâce à la recommandation de Khrouchtchev, son protecteur de toujours, il part bientôt en Moldavie, arraché à la Roumanie, pour y organiser la soviétisation. Bien vu de Staline, il est coopté par le dictateur un an avant sa mort à la haute direction du parti, le Politburo. C'est toujours Khrouchtchev, bientôt premier secrétaire du Parti communiste, qui le repêche après la mort de Staline en 1953 et lui confie diverses tâches de responsabilité. Il semble être parvenu à l'apogée de sa carrière après 1958 au poste de chef de l'État, titre largement honorifique, mais qui lui permet néanmoins de beaucoup voyager à l'étranger tout en siégeant au bureau politique. Comment Brejnev a-t-il passé de cette fonction de chef de l'État sans grand pouvoir à la direction du parti et du pays tout entier? Le 14 octobre 1964, Nikita Khrouchtchev est brutalement destitué de toutes ses fonctions. Il cumulait les postes de premier secrétaire du parti et de chef du gouvernement. Il s'agit en réalité du dénouement d'une longue crise amorcée avec le repli sans gloire des fusées soviétiques de Cuba en octobre 1962. Khrouchtchev a depuis ce moment perdu la confiance de la direction du parti, mais il ne tombe que lorsque tous les acteurs se sont mis d'accord sur un remplaçant. Cet homme, c'est Léonid Brejnev. Pourquoi? Si tout le monde dans la direction soviétique s'accorde à dire que Khrouchtchev laisse une situation économique médiocre et une présence internationale détériorée, il n'y a pas en revanche unanimité sur les remèdes à suivre. Les nostalgiques de Staline voudraient se réconcilier avec la Chine de Mao, adopter un ton plus ferme face aux Occidentaux, renforcer les forces armées. Ils sont guidés par le chef du KGB, Alexandre Chelepin, et l'idéologue en chef, Mikhail Souslov. Mais ils ont besoin, pour parvenir à leur fin, d'élargir leur conspiration aux grands technocrates modérés, tels que le vice-premier ministre et bientôt premier ministre Alexei Kosygin, ou le responsable du bloc de l'Est, Yuri Andropov, tous inquiets du style tonitruant et imprévisible de Khrouchtchev, mais hostiles à un retour pur et simple au stalinisme. Ils finissent par se mettre d'accord sur un arbitre, partisan modéré de Khrouchtchev, mais mis en place dès Staline. Cet homme, c'est Léonid Brejnev. Au fond, lassés de tous ces numéros 1 dangereux pour leur carrière, les dirigeants de l'Union soviétique des années 60 avaient choisi un numéro 0. Ils avaient raison. Leur candidat tiendra ses promesses. À la notable exception de Chelepin, remplacé par Andropov à la tête du KGB en 1967, tous les autres auteurs du complot de 64, Kosygin, Souslov, Andropov lui-même, sont encore en place en 1980. Après une longue période d'aventures ténébreuses et le plus souvent tragiques, la Russie s'offre enfin, avec l'arrivée de Brejnev au pouvoir, une longue période de pause et d'assoupissement. Mais un tel arrêt de la vie est incompatible avec le maintien d'un grand empire. Aussi cette période, surtout après 1970, sera-t-elle marquée par une série de ruptures qui, même si elles passent souvent inaperçues des contemporains, vont conduire à un véritable pourrissement de la situation.
Tout d'abord, à l'intérieur. En 1964, les intellectuels espéraient encore une ouverture progressive. Mais 4 ans après l'arrivée de Brejnev, même les plus dociles ont déchanté. L'invasion de la Tchécoslovaquie donne le coup d'envoi à la dissidence. 2 figures de proue s'imposent. Le physicien Andrei Sakharov, prix Nobel de la paix, qui sera finalement exilé à Nijni Novgorod en décembre 1979. L'écrivain Alexandre Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature, exilé de force à Zurich dès 1974. Bien au-delà de la dissidence, les années 70 sont celles de la décomposition en profondeur de l'idéologie soviétique qui constituait jusqu'alors le ciment du pays. Toutes les religions reprennent un ascendant considérable. La protestation juive sera la plus spectaculaire. Elle s'appuie tout à la fois sur la renaissance et l'épanouissement de l'antisémitisme bureaucratique et par ailleurs sur la solidarité active d'Israël et de la puissante communauté juive des États-Unis qui arrachent au pouvoir le droit à l'émigration pour environ 400 000 personnes. Les refusniks, ceux auxquels on refuse la permission d'émigrer, vont devenir un élément permanent de tension avec Washington. Ensuite, les problèmes extérieurs. Au fur et à mesure que Brejnev perd le soutien des élites, il éprouve en effet la tentation, qui va s'accentuer au fil des ans, de convertir ses faiblesses intérieures au moyen de la fuite en avant dans sa politique étrangère. En effet, la période brejnevienne sera l'occasion d'une série d'affrontements et de ruptures avec l'Occident. Bien que les négociations sur la limitation des armements stratégiques soient menées avec les États-Unis, elles débouchent sur les accords SALT, et que la situation se stabilise avec l'Allemagne de l'Ouest, les soviétiques ne sont pas fondamentalement favorables à la détente. Certes, ils signent la déclaration d'Helsinki sur les droits de l'homme en 1975, mais ils la considèrent comme un piège qui se referme sur eux et qui petit à petit mine leur position. Cette période va donc être marquée par une poussée formidable de l'appareil militaire. L'Union soviétique bénéficie en effet alors de la maturation de son arsenal. En 1970 environ, la parité stratégique en matière de forces nucléaires, de sous-marins, de satellites dans l'espace a été atteinte. Et l'armement conventionnel en chars, avions, bateaux de guerre est supérieur à celui de tous les adversaires potentiels puisque, même sur mer, grâce à l'amiral Gorchkov, le stratège de l'expansion navale, l'Union soviétique peut faire illusion. De fait, au même moment, les États-Unis, grièvement blessés par leur défaite au Vietnam, et la Chine rendue inopérante par les convulsions de la révolution culturelle, laissent une vaste étendue ouverte pour les initiatives de Moscou et de ses alliés cubains. Ces 2 facteurs combinés, puissance de l'appareil militaire et paralysie des adversaires, rendent possible un emballement des interventions soviétiques à travers le monde, à Aden, en Éthiopie, en Angola, au Mozambique, bientôt au Vietnam, dans une alliance anti-chinoise, et au Cambodge contre les Khmers rouges, pour finir avec l'opération apparemment la plus spectaculaire et la mieux pensée en Afghanistan en 1978-79. Mais il est déjà bien tard dans le règne. Cette poussée aventuriste, parfois terroriste, encouragée par un entourage néo-stalinien autour de Brejnev, aura abouti à la crise finale du régime. Ce n'est pas seulement Brejnev qui donne lui-même cette image de lourdeur handicapée, impossible à surmonter. Le système lui-même a commencé à craquer. Dès 1976, il semble bien que la croissance économique se soit entièrement arrêtée. Avec elle, tout le système de primes, d'avantages sociaux, d'aide aux régions déshéritées de la périphérie commence à son tour à se déliter. Dans cette situation de crise économique croissante, le brejnevisme rompt, exactement comme Lénine l'avait dit du tsarisme, en son maillon le plus faible, le maillon polonais. Lorsque le mouvement de grippage atteint en effet la Pologne en 1979, il se transforme en incendie sous l'impact de la revendication nationaliste et démocratique de solidarité. La faillite de Gierek, le premier secrétaire du parti polonais, qui était le protégé personnel de Brejnev, est donc largement celle de la direction brejnevienne tout entière, qui encaisse déjà depuis décembre 1979 les conséquences fâcheuses de son intervention en Afghanistan et le début d'une nouvelle guerre froide où États-Unis, Chine, Europe occidentale et Japon ont enfin décidé de réunir leurs forces. La cohésion du groupe dirigeant, qui semblait inébranlable, ne résiste pas à cet ensemble de tensions. Une alliance anti-Brejnev se tisse entre technocrates, inquiets de l'effondrement économique,
Militaire réformateur, conscient de l'isolement croissant du pays et du coût insoutenable de tous ses efforts, haut responsable du KGB, qui voit derrière la propagande quotidienne le pays se diriger vers l'abîme. À la tête de cette nouvelle coalition, le président du KGB, Yuri Andropov, multiplie les actions contre Brejnev. Nous sommes arrivés au dénouement, un dénouement digne de Boris Godunov. Brejnev, isolé, est entouré de nullités à moitié gâteuses et d'un dauphin alcoolique et analphabète, Tchernenko, son ancien garde du corps. Derrière, on discerne la main de l'ambitieux Andrei Gromyko, qui, bien que diplomate de carrière, incarne la ligne dure et néo-stalinienne de la fin des années 80. Cette équipe est incapable de résister au véritable putsch qu'organise la sécurité d'État à partir du début de 1981, en dévoilant peu à peu la corruption de la famille Brejnev et de ses proches. Heurté par les scandales et la débâcle, humilié par un Andropov qui se hisse au poste de deuxième secrétaire du parti en février 1982, Brejnev est poussé sans cesse sur le devant de la scène par les gnomes qui se réclament de lui. C'est ainsi qu'épuisé, essoufflé, asphyxié, Léonid Brejnev ne résiste pas aux 4 heures de parade sur la place rouge à Moscou en novembre 1982 pour l'anniversaire de la Révolution. Il meurt quelques jours plus tard et avec lui le système soviétique tout entier. Comme dans Shakespeare, la scène encombrée de cadavres va bientôt se libérer pour laisser place au dénouement.